Mon frère m'a texté, j'ai emprunté ton collier bon marché pour mon date. Merci. J'ai répondu, amuse-toi bien. Puis j'ai appelé la police, signalé le vol de l'héritage de ma grand-mère. Valeur, 2,2 millions d'euros. Dans l'heure, ils étaient au dôme où ils dînaient. C'est exactement comme ça que ma soirée de vendredi, qui s'annonçait si calme, a basculé dans un scénario digne d'un film. Mais avant de vous raconter en détail comment j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et faire arrêter mon propre frère, j'aimerais prendre une seconde pour vous saluer. Je suis toujours curieuse de savoir d'où mes histoires sont écoutées. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, ou peut-être de quel pays, vous me suivez aujourd'hui, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de penser que mon histoire, si personnelle, traverse les frontières. Pour moi, tout a commencé ici, à Lyon. Il était 18h47, un vendredi soir de novembre. La pluie frappait doucement contre les grands velus de mon appartement-atelier, sous les toits de la Croix-Rousse. J'adore ce son. C'est une compagnie silencieuse. À 33 ans, ma vie était ici, au milieu de mes carnets de croquis, de mes outils de joaillerie et de la douce odeur de cire et de métal chauffé. La plupart des gens de mon âge étaient probablement en train de se préparer à sortir, de retrouver des amis. Moi, j'étais seule, et j'aimais ça. Sur mon bureau en chêne massif, à côté d'une pince Bruxelles délicate, il y a une photo dans un cadre en argent. C'est moi, à 15 ans, les cheveux en bataille et les mains sales, riant aux éclats à côté de ma mémé Yvette. Nous sommes dans cet atelier même, bien avant qu'il ne devienne cet espace luxueux. Mémé Yvette, elle était tout pour moi. Mon mentor, ma confidente, la seule personne de ma famille qui ait jamais compris mon âme d'artiste. Le reste de ma famille, c'est une autre histoire. Mes parents, et mon frère aîné, Fabien, qui a 35 ans, sont tous dans le même moule. Ils dirigent Valeron Assurance. Un nom solide, respectable, ennuyeux à mourir, dans le 6e arrondissement. Pour eux, l'assurance, c'est la vraie vie. Moi, je suis Clotilde, la petite artiste, la rêveuse, celle qui joue avec des cailloux brillants. Fabien était justement venu dîner la semaine dernière. Avec sa nouvelle petite amie, Morgane. Une influenceuse, comme elle s'autoproclame, dont l'ambition principale semble être de ne jamais payer pour un brunch. Elle avait passé la soirée à scanner mon appartement avec un petit sourire méprisant. Franchement, Clotilde, avait-elle lancé en faisant tourner le vin dans son verre, toutes ces vieilleries, tes meubles sont si sombres. Tu devrais vendre tout ça sur le bon coin et acheter quelque chose de moderne, de scandinave. Fabien, bien sûr, avait ri. Un rire condescendant que je ne connaissais que trop bien. Ne sois pas si dure, chérie. Ma sœur est une grande sentimentale. Puis il m'avait donné une tape dans le dos, un peu trop forte. Tu devrais être plus réaliste, Clotilde. Ce ne sont pas tes petits projets artistiques qui vont payer les factures. Tu sais, le cabinet marche bien, si jamais tu as besoin. Je n'avais rien dit. Je n'avais pas pris la peine de lui rappeler que je n'avais pas besoin de son aide. Je ne lui avais pas dit que Maison Valeron, l'entreprise que j'avais bâtie pierre par pierre sur les ruines de l'atelier de Mémé, était désormais évaluée à 60 millions d'euros. Je n'en avais pas besoin. Mon succès était silencieux, mais il était bien réel. Mais ce soir-là, à 18h47, mon téléphone a vibré sur le bureau. Le bruit m'a fait sursauter. C'était un message de Fabien. Je l'ai ouvert sans méfiance. Et mon cœur s'est arrêté de battre. Hey Serette, j'ai emprunté ton collier bon marché dans ta boîte pour mon date. Je vais éblouir Morgane au dôme à 20h. Merci. Je suis restée figée, l'écran du téléphone illuminant mon visage dans la pénombre de l'atelier. J'ai relu le message. Une fois. 2 fois. Les mots résonnaient dans ma tête. Bon marché. Dans ta boîte. Il ne pouvait pas parler de la petite boîte à bijoux de tous les jours que je laissais sur ma commode. Il n'y avait rien là-dedans qui puisse éblouir Morgane, à part peut-être une paire de créoles en argent. Non. La nausée m'est montée à la gorge. Il parlait, il ne pouvait pas parler de cette boîte. Pas celle de Mémé. Pas celle qui était cachée. Pas celle qui contenait son âme. Je n'ai pas couru.
Je me suis levée lentement, mes jambes semblant être en coton. Chaque pas sur le parquet ancien de l'atelier, ce même parquet sur lequel mémé Yvette avait marché pendant 50 ans, résonnait comme un coup de gong funèbre. La pluie semblait s'être intensifiée, martelant les velus avec une nouvelle urgence. Je suis entrée dans ma chambre. C'était l'ancien bureau de ma grand-mère. L'odeur de cire d'abeille et de papier ancien flottait encore légèrement dans l'air. J'ai contourné mon lit pour atteindre la grande armoire en bois de cerisier que Pépé Anselme avait fabriquée pour elle. Elle était là, massive, silencieuse, gardienne de mes secrets. J'ai poussé mes vêtements sur le côté, révélant une fausse paroi en bois. Derrière, dissimulé, il y avait un petit coffre-fort mural, gris et froid. Mes mains tremblaient. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour entrer la combinaison. 7, 12, 54, la date de leur mariage. Le coffre s'est ouvert avec un léger déclic mécanique, un son qui d'habitude me rassurait, mais qui ce soir me terrifiait. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose. L'écrin en bois de laque noir de mémé Yvette. Je l'ai saisi. Mes doigts ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il était trop léger. Dangereusement léger. Je l'ai sorti, comme si je tenais une relique fragile, et je l'ai posé délicatement sur la couverture en velours de mon lit. J'ai retenu ma respiration. J'ai soulevé le couvercle. L'intérieur était tapissé de velours bleu roi, un peu usé par le temps. Les pièces que je ne portais jamais, les pièces de « famille », sans grande valeur monétaire mais lourdes de souvenirs, étaient là. Les boucles d'oreilles en perles de ma mère. La montre à gousset de mon père. Je les ai ignorées. Mes yeux se sont rivés sur le compartiment secret. Un faux fond, si habilement conçu qu'il fallait savoir qu'il était là. Le dernier tour de magie de Pépé Anselme. J'ai glissé mon ongle dans la fente presque invisible. J'ai soulevé. En dessous, il n'y avait rien. Juste une empreinte ovale parfaite dans le velours bleu. L'endroit où le cœur de lion aurait dû reposer. C'était vide. Un trou béant. Un vide terrifiant qui aspirait tout l'air de la pièce. Le cœur de lion. Ce n'était pas un bijou de Maison Valeron. Ce n'était pas un article d'inventaire. C'était mon héritage le plus personnel. Le dernier chef-d'œuvre que mon grand-père Anselme et ma grand-mère Yvette avaient créé ensemble, juste avant qu'ils ne meurent. Un saphir de Ceylan de 15,7 carats, d'un bleu si profond, si pur, qu'on avait l'impression de plonger dans l'océan. Pépé Anselme avait passé 10 ans à chercher cette pierre. Il disait qu'elle avait la couleur des yeux de mémé après la pluie. Il l'avait entourée d'une cascade de diamants totalisant 8,3 carats, non pas pour l'étouffer, mais pour la faire chanter. La dernière estimation de l'assurance, faite il y a 6 mois juste pour mes propres dossiers, s'élevait à 2,2 millions d'euros. Mais pour moi, il était inestimable. C'était l'amour de mes grands-parents solidifié. C'étaient les après-midi passés dans l'atelier, la main de mémé sur la mienne, m'apprenant à tenir la Bruxelles. C'était son âme. Et Fabien l'avait pris. Fabien, qui avait la clé d'urgence de mon appartement, au cas où il m'arriverait quelque chose. Fabien était entré ici. Il avait fouillé. Et j'ai regardé de plus près. La petite serrure délicate de l'écrin en laque était forcée. Brisée. Il ne l'avait pas seulement emprunté. Il avait forcé la boîte. Il avait commis une effraction. Il avait pris ce trésor. Pour Morgane. Pour un dîner au Dôme. Il n'avait pas seulement volé un bijou d'une valeur astronomique. Il avait envahi l'espace le plus sacré de ma vie. Il avait profané la mémoire de la seule personne dans ma famille qui m'ait jamais vraiment comprise. La rage a remplacé le choc. Une rage froide, blanche, pure. Une rage que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Il avait osé appeler l'œuvre d'une vie, l'amour d'une vie, bon marché. Il ne savait pas ce qu'il venait de faire. Il ne savait pas ce qu'il venait de déclencher. Je suis retournée dans le salon, l'écrin vide serré dans ma main gauche. Ma main droite tenait mon téléphone. 19h05, il avait encore près d'une heure avant sa réservation au Dôme. Il devait être en train de prendre sa douche, de se pavaner devant le miroir, d'imaginer la tête de Morgane quand il lui passerait le collier autour du cou. Mon premier réflexe, l'instinct de la petite sœur, a été de l'appeler. De l'insulter.
De hurler. De lui ordonner de revenir immédiatement, de rapporter ce qu'il avait pris. Mais je me suis arrêtée. Ma main planait au-dessus de son nom dans mes contacts. J'ai fermé les yeux et j'ai visualisé la conversation. Moi, Fabien, rapporte-le. Tout de suite. Lui, avec un rire agacé, oh, Clotilde, calme-toi. C'est juste un collier. Je te le rends demain, promis. Ne sois pas si coincé. Moi, Fabien, tu ne comprends pas. Ce collier vaut. Lui, il vaut quoi? Quelques centaines d'euros? Allez, sœurette, c'est pour la bonne cause. Morgane va adorer. Et si je lui disais la vérité? Si je lui disais, il vaut 2,2 millions d'euros? Il rirait. Il rirait à gorge déployée. 2 millions? Tu es complètement folle. Tu passes trop de temps seul dans ton atelier, tu inventes des histoires. C'est du vieux toc. Mémé adorait ces trucs brillants, c'est tout. Il dirait que je suis hystérique. Il dirait que je réagis de manière excessive. Il me traiterait de folle, de menteuse. Il ne me croirait jamais. Parce que me croire signifierait admettre que sa vision du monde, sa vision de moi, était fausse depuis le début. Non. Je ne pouvais pas l'appeler. Appeler, c'était lui donner le contrôle. C'était ouvrir la porte au mépris, à l'humiliation. C'était lui donner une chance de s'enfuir, de le cacher, de le perdre. Mes mains ne tremblaient plus. Mon esprit était devenu clair. Froid. Tranchant comme un diamant. Je me suis assise à mon bureau. J'ai regardé la photo de Mémé Yvette. Qu'est-ce que tu ferais, Mémé, ai-je murmuré. Elle me répondait toujours, protège l'artisanat, ma chérie. Protège ce qui est beau. Ce collier n'était pas seulement beau. C'était son âme. Et mon frère venait de la cracher dessus. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert le message de Fabien. J'ai tapé une simple réponse. 2 mots. Amuse-toi bien. Puis, j'ai fermé la conversation. J'ai ouvert le clavier numérique. Et j'ai composé le 17. La police nationale. Une voix professionnelle, calme, presque robotique, a répondu. Police nationale, bonsoir. Ma propre voix m'a semblé étrangère. Calme. Dur. Bonsoir. Je souhaite signaler un vol. Un vol à votre domicile, madame? Oui. Il vient d'avoir lieu. Un bijou. Un héritage familial de très, très grande valeur. L'opérateur est devenu plus alerte. De quelle valeur parlons-nous, madame? J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait la poussière d'argent et le métal. La dernière estimation d'assurance était de 2,2 millions d'euros. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, presque choqué. 2 millions, madame? Vous êtes certaine? Absolument certaine. Il s'appelle le Cœur de Lion, point. Je vois. Et, avez-vous une idée de l'auteur de ce vol? Une effraction? C'était le moment. Le point de non-retour. L'instant où les liens du sang se brisent. Il n'y a pas eu d'effraction pour entrer dans l'appartement. L'auteur avait une clé. C'est mon frère. Fabien Valron. Nouveau silence. Plus lourd encore. Votre frère? Oui. Il pense que c'est un bijou fantaisie. Il l'a pris pour l'offrir à sa petite amie pour un dîner ce soir. Il est en route pour le restaurant Le Dôme, sur la presqu'île. Il a une réservation à 20h. Je sais ce que vous pensez. Appeler la police pour son propre frère. C'est une trahison. C'est impardonnable. C'est ce que mes parents diraient. Mais pour moi, il était le traître. Il avait trahi Mémé Yvette. Il avait trahi notre grand-père Anselme. Il avait trahi 8 ans de ma gentillesse silencieuse. Cette décision n'était pas destinée à punir Fabien pour sa stupidité. C'était pour protéger l'héritage de ceux qui m'avaient tout donné. Madame Valron, dit l'opérateur, son ton maintenant grave et officiel, nous allons envoyer une patrouille au restaurant immédiatement. Nous avons besoin que vous veniez au commissariat central du quai de Saône pour déposer une plainte officielle.
C'est indispensable. Je serai là, ai-je dit. J'ai raccroché. Il était 19h10. Dans moins d'une heure, le monde confortable et arrogant de Fabien allait s'effondrer. Et, aussi terrible que cela puisse paraître, une partie de moi avait hâte de voir ça. Pendant que j'enfilais un manteau sur mon pull d'atelier et que je cherchais les clés de ma vieille Renault Clio, l'adrénaline se dissipait. Elle laissait place à une froideur étrange, une lucidité presque douloureuse. Je savais que vous vous posiez la question. C'est la question que l'opérateur de police se posait, que l'inspecteur allait me poser. Comment un homme de 35 ans peut-il ignorer que sa propre sœur dirige un empire de 60 millions d'euros? Comment peut-il ne pas reconnaître le bijou le plus célèbre et le plus personnel de sa propre grand-mère? La réponse est simple, et elle est terriblement triste. Il ne l'a jamais regardé. Il ne m'a jamais regardé. Laissez-moi vous expliquer la dynamique de la famille Valleron. Quand nos grands-parents, Anselme et Yvette, sont décédés il y a 8 ans, la lecture du testament a eu lieu dans un bureau de notaire guindé du 6e arrondissement. Ce fut un choc pour tout le monde. Nos parents, et Fabien, qui avait alors 27 ans et sortait tout juste d'une école de commerce prestigieuse, ont hérité de ce qu'ils considéraient comme le vrai business. Valleron Assurance. Le cabinet de courtage solide, rentable, respecté. C'était l'argent, sérieux, la vraie vie. Et moi? Clotilde, 25 ans. La rêveuse, l'artiste de la famille, celle qui avait abandonné ses études de droit pour jouer avec des perles, comme disait mon père. J'ai hérité de ce qu'ils considéraient tous comme un fardeau. Une compensation sentimentale. J'ai hérité de l'atelier poussiéreux de la Croix-Rousse, un local commercial presque en faillite, avec ses outils démodés et ses dettes de fournisseurs. Et, parce que personne d'autre n'en voulait, j'ai hérité de la collection personnelle de bijoux, anciens, de mémé Yvette. Des pièces que Fabien et mes parents jugeaient invendables et lourdes. Je n'oublierai jamais le regard de pitié que Fabien m'a lancé ce jour-là, par-dessus sa cravate en soie. Il m'a prise dans ses bras, une étreinte condescendante. Ne t'inquiète pas, petite sœur, m'avait-il dit avec une fausse bienveillance. Si tu as besoin d'argent, l'assurance se porte bien. Tu pourras toujours venir travailler pour moi comme assistante administrative. On te trouvera un petit bureau. Jouer avec tes perles. C'est comme ça qu'il appelait mon travail. Pendant 8 ans, ils m'ont traité comme la parente pauvre. Pendant 8 ans, j'ai assisté au dîner de famille où Fabien se vantait de ses nouvelles commissions, de sa nouvelle BMW, de ses vacances à l'île Maurice. Pendant ce temps, moi, je travaillais 80 heures par semaine. Je dormais sur un matelas dans l'atelier. Je me battais pour payer les factures d'électricité. Et puis, lentement, j'ai réussi. J'ai utilisé l'héritage de mémé non pas comme des objets, mais comme une inspiration. J'ai commencé à créer. Une première vente. Puis une autre. Un article dans un blog local. Puis un dans Elle. Puis Vogue. L'atelier poussiéreux est devenu Maison Valleron. L'immeuble délabré est devenu mon appartement-atelier de luxe. Et eux? Ils n'ont jamais posé de questions. Ils n'ont jamais demandé pourquoi je ne semblais plus avoir besoin de leur prêt de 100 €. Ils n'ont jamais demandé comment l'artiste Fauché avait acheté tout l'immeuble. Ils n'ont jamais lu les articles dans Challenge ou Forbes qui parlaient de la nouvelle prodige de la joaillerie lyonnaise. Pourquoi? Parce que me voir réussir aurait détruit leur récit. Le récit dans lequel Fabien était le fils prodige qui avait réussi, et j'étais la petite sœur excentrique qu'il fallait protéger. Il ne voyait que ce qu'il voulait voir. Fabien n'a pas reconnu le cœur de lion, pour la même raison qu'il n'a jamais reconnu mon succès. Pour lui, il n'avait aucune valeur parce qu'il n'était pas moderne. Il était vieux. Il était associé à moi, la pauvre artiste. Il ne voyait pas la valeur de l'artisanat, de l'histoire, de l'âme. Il ne voyait que des étiquettes de prix, et il avait déjà décidé que les miennes étaient basses. Ce soir, il allait recevoir une leçon brutale sur la différence entre le prix et la valeur. L'attente a été la plus longue de ma vie. Je n'ai pas pu rester chez moi. J'ai conduit ma vieille Clio, sans but, à travers les rues humides de Lyon, la radio éteinte. Je ne cessais de regarder l'horloge du tableau de bord.
19h30, ils étaient probablement en route. Fabien, fier de lui. Morgane, excité. 20h, ils étaient arrivés au dôme. Le maître d'hôtel prenait leur manteau. 20h15, ils étaient assis. Ils avaient commandé du champagne. Fabien, dans un geste théâtral, sortait une boîte. Peut-être une boîte sans valeur qu'il avait trouvée chez moi. Et il lui présentait le collier. 20h30, elle le portait. Elle riait. Je me suis garée le long du quai de Saône, non loin du commissariat. Je ne pouvais plus bouger. J'attendais. À 20h40, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Mon cœur a fait un bond. J'ai décroché. Allô? Mademoiselle Clotilde Valeron? C'est moi. Inspecteur Roland, de la police nationale. Nous sommes au dôme. Nous avons appréhendé votre frère, Fabien Valeron. J'ai fermé les yeux. C'était fait. Le mot « appréhender » résonnait étrangement. Comment a-t-il réagi? L'inspecteur a poussé un long soupir. Un soupir d'homme fatigué. Disons qu'il est confus. Très agité. Il n'arrête pas de crier que c'est une erreur. Que nous n'avons pas le droit. Que son EMG Atto est un bijou fantaisie, de la pacotille, je cite. Il le pense vraiment, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. C'est possible, dit Roland, son ton dubitatif. Les clients du restaurant n'ont pas l'air de cet avis. Le bijou est spectaculaire. Quoi qu'il en soit, nous avons dû l'escorter. Il a fait une scène. Il a fait une pause. Mais, mademoiselle, il y a un autre problème. Plus moderne, dirons-nous. Au moment même où il disait cela, une notification est apparue sur l'écran de mon téléphone. Mon sang s'est glacé. Je savais ce que c'était avant même de le lire. Morgane-Balion-Lifestyle vient de publier une story. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai fait un geste que j'allais regretter, mais que je devais faire. J'ai cliqué sur la notification, gardant l'inspecteur en ligne. L'écran s'est illuminé. C'était une photo. Un selfie en gros plan de Morgane. Prise à la table du dôme, on voyait les boiseries du restaurant en arrière-plan. Sa bouche était en cul de poule, ses yeux mi-clos dans une tentative de regard séducteur. Et là, brillant de mille feux contre sa peau, projetant des éclats de bleu et de blanc sous l'éclairage tamisé. Le cœur de lion. Elle le portait. Et le texte qu'elle avait ajouté, le texte était la pire des insultes. Elle avait même fait une faute. Je me sens comme une reine ce soir. Mon homme sait comment me gâter. La vieille bague de sa grand-mère est peut-être vintage, mais elle brille. #héritage, #vintage, #lion dièse gâté. Elle l'avait appelée une bague. L'idiote. Mais elle avait utilisé le mot héritage. Elle ne se contentait pas de le porter. Elle s'en moquait. Elle se moquait de mémé Yvette. Elle le profanait devant ses 10 000 followers. Ma voix est devenue glaciale. Inspecteur Roland, ai-je dit, coupant la phrase qu'il avait commencée. Le problème dont vous parlez, est-il lié à une publication sur Instagram? Nouveau silence. Plus court, cette fois. Empli de surprises. Oui. Exactement. Comment le savez-vous? Elle vient de le poster. Je le vois. Elle est en train de se vanter de porter un bijou volé. Elle l'appelle un héritage. Elle se moque de ma grand-mère. La colère était si pure qu'elle en était presque douloureuse. Que auriez-vous fait à ma place? Vraiment. Face à un tel mépris, à une telle profanation de ce qui vous est le plus cher. Auriez-vous tout pardonné à cause des liens du sang? Ou auriez-vous appuyé là où ça fait mal, pour que la leçon soit apprise? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. Inspecteur, ai-je continué, elle n'est pas seulement confuse. Elle est complice. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle se vante. L'inspecteur Roland a toussé. Je vois. C'est très utile, mademoiselle. La patrouille est en train de la faire monter dans un véhicule séparé. Pouvez-vous venir au commissariat du quai de Saône immédiatement? Nous avons besoin de votre déposition officielle. Et d'identifier formellement le bijou.
J'arrive, ai-je dit en démarrant le moteur de ma vieille Clio. Le jeu venait de changer. Ce n'était plus une erreur stupide. C'était un acte malveillant. Il était 21h05 quand je suis arrivé au commissariat du quai de Saône. L'air de novembre était vif et sentait la rivière. J'ai garé ma vieille Clio entre deux voitures de police, un contraste frappant de modestie au milieu des gyrophares éteints. Je me sentais complètement décalée, comme une actrice dans le mauvais film. J'ai poussé les lourdes portes en verre. L'intérieur était un choc. Des néons blafards illuminaient un hall carrelé. Une odeur de café froid, de désinfectant et de misère humaine flottait dans l'air. C'était bruyant, chaotique. Et au milieu de ce chaos, assise sur un banc en plastique orange vif, il y avait Morgane. Elle n'était pas menottée. Pas encore. Mais elle était gardée par un jeune officier qui avait l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Et elle hurlait. Vous ne comprenez pas. C'est une erreur judiciaire. Une blague. Je suis une créatrice de contenu. J'ai des milliers de followers. Vous êtes en train de détruire ma carrière. Savez-vous qui je suis? Appelez mon avocat. Non, attendez, je n'ai pas d'avocat. Appelez Fabien. Où est Fabien? Elle portait toujours sa robe de soirée, mais ses cheveux étaient légèrement en désordre. Elle avait l'air d'une poupée Barbie passée à la machine à laver. J'ai presque ri de l'absurdité de la scène. Elle était plus inquiète pour son image Instagram que pour le fait qu'elle venait d'être complice d'un vol de 2,2 millions d'euros. Mademoiselle Valron? Je me suis retournée. L'inspecteur Roland. Il était exactement comme je l'imaginais. La cinquantaine, l'air épuisé, un imperméable beige froissé sur un costume fatigué. Les cernes sous ses yeux témoignaient de trop nombreuses nuits comme celle-ci. Il m'a fait signe de le suivre dans son bureau, un petit cube de verre au fond du hall, loin du cirque de Morgane. Merci d'être venu si vite, dit-il en fermant la porte. Le son des cris de Morgane s'est miraculeusement estompé, devenant un bruit de fond lointain. Asseyez-vous, je vous en prie. Son bureau était un désordre organisé. Des piles de dossiers, une tasse de café à moitié vide, une photo d'enfant sur le coin. Comment va, mon frère, ai-je demandé, le mot « frère » me semblant soudain étranger, lourd. Roland s'est assis lourdement dans son fauteuil qui a grincé. Il s'est frotté le visage. Votre frère est en salle d'interrogatoire. Il est effrayé. Vraiment effrayé. Il a arrêté de crier que c'était un faux dès que nos experts ont jeté un œil aux bijoux. Bien. Mais, continua-t-il en me regardant droit dans les yeux, il est passé à une autre stratégie de défense. Maintenant, il dit que c'est votre faute. J'ai froncé les sourcils. Ma faute? Il dit que vous lui avez tendu un piège. Que vous saviez qu'il le prendrait. Que vous avez fait tout ça pour l'humilier devant sa petite amie parce que vous êtes jalouse de son succès. J'ai éclaté d'un rire sec, sans joie. Jalouse? De son succès? Inspecteur, mon entreprise est évaluée à 60 millions d'euros. Son cabinet d'assurance en vaut peut-être 3. Je lui ai tendu un piège en possédant un héritage de famille? Je l'ai piégé en le laissant entrer chez moi et voler? La logique des gens paniqués, mademoiselle Valron. Elle est souvent créative. Il a soupiré. Où est le collier? Il est en sécurité. Saisi comme preuve. Nous l'avons récupéré sur mademoiselle Morgane. Elle n'était pas contente. Elle a dit que ça gâchait sa tenue et que la lumière du commissariat n'était pas bonne pour son teint. Point. L'absurdité de la situation était stupéfiante. Ma colère s'était évaporée. Remplacée par une immense fatigue. Une tristesse profonde, cosmique. C'était donc ça, ma famille. Un frère qui me détestait au point de croire que j'étais une sorte de génie du mal machiavélique, et une future belle-sœur dont la plus grande préoccupation était son teint. Il n'arrête pas de vous réclamer, dit Roland. Il refuse de parler à qui que ce soit d'autre. Il refuse l'avocat commis d'office. Il pense que vous allez entrer, rire, et dire à tout le monde que c'était une grosse blague, que c'est un jeu de rôle. Il se trompe lourdement, ai-je dit, ma voix plate. Roland a hoché la tête. Je m'en doutais. Il s'est levé. Il m'a conduit dans un couloir gris,
sous les néons qui grésillaient. Il s'est arrêté devant une porte en acier peinte en vert malade, avec un petit Judas en verre dépoli. Il est là-dedans. Salle d'interrogatoire 2. Êtes-vous prête? Vous n'êtes pas obligé, vous savez. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de café froid et de désinfectant était plus forte ici. Je suis prête. J'ai poussé la porte. La salle était petite, carrée, sans fenêtre. Les murs étaient peints en vert malade, une couleur conçue pour aspirer toute joie. Il y avait une table en métal boulonnée au sol et 2 chaises. Fabien était assis sur l'une d'elles, me tournant le dos. Il portait toujours sa belle chemise de soirée, mais elle était froissée. Il avait la tête entre les mains. Le bruit de la porte qui se referme l'a fait sursauter. Il s'est retourné d'un bloc. Quand il m'a vu, ses yeux, rouges et gonflés par les larmes de panique, se sont remplis d'un espoir désespéré et absurde. Clotilde. Enfin. Dieu merci. Il s'est levé à moitié, avant de se rasseoir, comme s'il ne savait pas quoi faire de son corps. Dis-leur. Dis-leur que c'est une blague. Dis-leur que c'est une stupide erreur. Dis-leur que tu m'as laissé l'emprunter. Je n'ai pas bougé. Je suis resté près de la porte, mes bras croisés sur mon manteau. Je l'ai laissé parler. Dis-leur la vérité. Que ce n'est rien. C'est du toc. C'est les vieilleries de mémé. Ce mot. Encore. Ce mot qui avait tout déclenché. Vieillerie. Des vieilleries? Ma voix était basse, dangereusement calme. Elle contrastait violemment avec sa panique. Tu appelles ça des vieilleries, Fabien? Ben oui. Il avait un petit rire nerveux, hystérique. C'est du joli plaqué or, peut-être, des faux diamants, mais... Clotilde, arrête ce jeu. Ce n'est pas drôle. Morgane est dehors, elle est paniquée. Elle va perdre des followers. C'est ta faute. Ma faute. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. J'ai fait un pas en avant. Tu sais comment s'appelle ce collier, Fabien? Cette vieillerie? Il m'a regardé, confus. Quoi? Mais non, je m'en fiche. Fais-nous sortir d'ici. Il s'appelle le cœur de lion, point. Il a plissé les yeux. Le quoi? Le cœur de lion. C'est le nom du collier. Le collier que Pépé Anselme a passé 1 an à concevoir pour mémé Yvette, pour la naissance de notre père. Le collier dont le saphir central, cette pierre bon marché, a été cherché par Pépé pendant 10 ans au Sri Lanka. Le collier que mémé a porté le jour de son mariage d'or. Il a secoué la tête, le déni luttant contre la peur. Tu dis n'importe quoi. Tu inventes des histoires. Tu te prends pour qui? C'est impossible. Tu travailles juste au magasin. Tu es fauché. Il s'est arrêté. Il l'avait dit. Le fond de sa pensée. Tu es fauché. Pour la première fois, le doute s'est insinué dans ses yeux. Un doute terrible. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ouvert le navigateur et j'ai tapé « Maison Valeron ». J'ai tourné l'écran vers lui. Je l'ai tenu fermement. La page d'accueil s'est affichée. Ce n'était pas une boutique Etsy. C'était un site luxueux, épuré. Et en pleine page, une photo de moi. Non pas la Clotilde en pull d'atelier, mais Clotilde Valeron, en robe de soirée, sur scène à Bâle, en Suisse, recevant le grand prix de la haute joaillerie. Et sous la photo, mon titre. Clotilde Valeron, PDG et directrice artistique. Il s'est penché en avant. Il a plissé les yeux pour lire. Il a lu. Puis il a relu. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son. PDG, a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Président. Directeur. Général. L'atelier de Pépé Anselme, ai-je dit doucement, chaque mot tombant comme une pierre. Celui que tu trouvais si triste. C'est à moi. Et je l'ai transformé en Maison Valeron. L'entreprise que le magazine Challenge a évaluée à 60 millions d'euros le mois dernier. Il m'a regardé, la bouche ouverte. La compréhension, l'horreur, le choc.
Tout se bousculait sur son visage. C'était comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. Et ce collier, bon marché, Fabien, ce morceau de toc. J'ai fait une pause, le laissant savourer l'instant, l'amertume de la vérité. C'est mon héritage personnel. Il est estimé à 2,2 millions d'euros. Et tu viens de le voler. Tu l'as donné à une fille qui l'a affiché sur Instagram en l'appelant une vieille bague. Son visage s'est décomposé. Il n'a pas pâli. Il est devenu gris. Gris comme la cendre. Il a regardé ses mains sur la table, comme s'il ne les reconnaissait pas. Oh, mon Dieu, a-t-il murmuré. Il a levé les yeux vers moi, la terreur pure, abjecte, remplaçant l'arrogance. Oh mon Dieu, Clotilde. Morgane, elle a dit que ça ferait bien sur Instagram. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le nom de Morgane, prononcé non plus avec fierté mais avec un murmure brisé, a fait l'effet d'une décharge électrique. Morgane, ai-je demandé, m'avançant enfin dans la pièce. Je me suis assise sur la chaise en face de lui, de l'autre côté de la table en métal. Elle était au courant. Fabien a commencé à trembler. Ce n'était plus de la panique. C'était un effondrement. C'était un homme de 35 ans, un courtier en assurance arrogant qui avait construit sa vie sur des certitudes, et toutes ces certitudes venaient de voler en éclats. Elle l'a vu, a-t-il bégayé, les larmes coulant maintenant librement. Des larmes silencieuses, misérables. La semaine dernière. Quand nous sommes venus dîner. Tu étais dans la cuisine, en train de chercher du vin. Je lui montrais l'appartement. Pour l'impressionner. Je lui montrais ta vue incroyable sur la ville. Et elle est entrée dans ma chambre, ai-je complété, la voix glaciale. Oui, elle a fouiné. J'ai trouvé ça charmant, curieux. Elle est entrée dans ta chambre, et tu étais en train de le nettoyer. Le coffre était ouvert. La boîte était sur ton lit. Elle l'a vu. Elle s'est figée. Je me suis souvenu. Mon Dieu, je m'en suis souvenu. J'avais effectivement fait l'inventaire pour l'assurance. J'avais été imprudente. J'avais laissé la porte de ma chambre ouverte. Elle m'en a parlé toute la semaine, a continué Fabien, la voix de plus en plus faible, comme s'il se confessait. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point il était incroyable, à quel point il était scintillant, à quel point il était fou, que tu gardes ça, comme ça, point. Il a relevé la tête, ses yeux implorants, cherchant une absolution que je ne pouvais pas lui donner. Mais elle ne pensait pas qu'il était vrai. Je te le jure, Clotilde. Elle pensait que c'était, tu sais, une copie incroyable. Une imitation parfaite. Elle disait que tu avais dû l'acheter à un vendeur de rue en Turquie. Et qu'a-t-elle dit d'autre, Fabien, ai-je demandé, ma voix ne fléchissant pas. Il a dégluti, sa pomme d'Adam faisant un va-et-vient douloureux. Elle a dit, c'est du gâchis. C'est du gâchis de laisser une chose pareille dans une boîte. Ta sœur ne sait même pas ce qu'elle a. Elle est tellement simple. C'est son mot. Simple, point. Elle a dit que je devrais l'emprunter pour elle. Juste pour une soirée. Pour notre grand dîner au Dôme. Elle a dit, et je m'en souviens. Sa voix s'est brisée, elle a dit, imagine la photo, Fabien. Ce serait une photo incroyable. Tous mes followers deviendraient fous. Il l'avait dit. La phrase qui confirmait tout. Elle t'a manipulé, ai-je dit, sans aucune inflexion. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Elle t'a utilisé pour mettre la main sur ce qu'elle voulait. Elle pensait que nous étions tous les deux stupides. Toi, assez stupide pour la croire et voler pour elle. Et moi, assez stupide pour posséder quelque chose que je ne méritais pas. Fabien n'a rien répondu. Il a juste mis sa tête entre ses mains et a commencé à sangloter. Des sanglots bruyants, laids, d'un homme qui a tout perdu. La porte s'est ouverte. L'inspecteur Roland est entré, tenant un dossier. Il a regardé Fabien, puis moi. Son visage était impassible.
Mademoiselle Valeron, j'ai discuté avec le procureur de garde. Compte tenu de la valeur de l'objet, de l'effraction de l'écrin, et du fait qu'il s'agit d'un objet d'art classé comme héritage familial documenté, même s'il s'agit de votre frère, nous parlons de vol aggravé. Il risque jusqu'à 3 ans de prison ferme. La tête de Fabien s'est relevée d'un coup sec. Les sanglots se sont arrêtés, remplacés par une horreur pure. 3 ans? La réalité l'a frappé. Plus de théorie, plus d'hypothèses. 3 ans. En prison. Il était en panique totale. 3 ans? Il s'est tourné vers moi, les yeux fous de terreur. Clotilde. Non. S'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je te le jure. N'importe quoi. Je te rembourserai. J'ai levé la main. Le silence est tombé. Il me regardait, haletant. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait méprisé pendant 8 ans. Et pour la première fois, je n'ai vu ni colère, ni pitié. J'ai vu une opportunité. Une opportunité, non pas de vengeance, mais de justice. Une justice poétique. N'importe quoi, Fabien, ai-je demandé, ma voix résonnant dans le silence de la petite salle d'interrogatoire. Il hocha la tête frénétiquement, comme un enfant pris en faute. Oui, n'importe quoi. Je ferai tout ce que tu veux. Je te rembourserai. Je vendrai ma voiture, mon appartement. J'ai levé la main pour le faire taire. Tu ne peux pas me rembourser. Tu n'as pas 2,2 millions d'euros. Et même si tu les avais, tu ne pourrais pas rembourser ce que tu as pris. Tu ne peux pas rembourser la mémoire de Mémé que tu as salie. Je me suis tourné vers l'inspecteur Roland, qui observait la scène avec un intérêt professionnel, presque comme un anthropologue. Inspecteur, ai-je dit calmement. Je ne veux pas que mon frère aille en prison. Fabien a poussé un soupir de soulagement si fort qu'il en a presque toussé, s'étouffant avec ses propres larmes. Il m'a regardé avec une gratitude abjecte. Mais, ai-je continué, sans le regarder, je ne veux pas non plus qu'il s'en tire comme ça. Un vol est un vol. Une profanation est une profanation. Je veux abandonner les poursuites pénales, à une condition. Roland a froncé les sourcils. Quel genre de condition, mademoiselle? Nous ne sommes pas dans un film. Les arrangements privés. C'est un arrangement de restitution, les jeux coupés. Une restitution non pas financière, mais morale. Je me suis enfin retourné vers Fabien. Ses yeux étaient rivés sur moi, pleins d'un espoir craintif. Tu n'iras pas en prison. Tu vas travailler. 6 mois. Pour moi. Fabien m'a regardé, abasourdi. La confusion a chassé la peur pendant une seconde. Travailler. Mais, mon travail? Mon poste chez Valeron Assurance? Je ne peux pas. Je suis manager. J'ai eu un petit sourire sans joie. Je me fiche de ton travail. Je me fiche de ton poste. Tu vas prendre un congé sabbatique de 6 mois. Tu diras ce que tu veux à nos parents. Tu inventeras une dépression, un voyage spirituel, je m'en moque. Tu vas travailler pour Maison Valeron. Dans l'atelier. Dans l'atelier? Il avait l'air terrifié. Plus terrifié que par la prison. Mais, je ne sais rien faire. Je ne suis pas artistique. Exactement. La justice poétique de la situation était délicieuse. Tu as insulté le travail de Mémé Yvette. Tu as appelé son art, son âme, des vieilleries et de la pacotille. Alors maintenant, tu vas apprendre à le respecter. De la seule façon possible. Je me suis approché de la table, posant mes mains à plat dessus. Tu ne seras pas designer. Tu ne seras pas manager. Tu ne toucheras même pas une pierre précieuse. Tu commenceras tout en bas. Dans la salle de polissage. Avec les apprentis. Tu vas apprendre à tenir un outil. Tu vas apprendre ce que « méticuleux » veut dire. Tu vas apprendre la patience. Tu vas apprendre l'histoire derrière chaque technique, chaque pièce que tu as appelée « vieille ». Et, ai-je ajouté, savourant chaque mot, tu seras payé au SMIC. Le salaire minimum. Son visage s'est décomposé à nouveau.
C'était pire que la prison. Le SMIC? Mais... Clotilde, je ne peux pas vivre avec ça. Mon loyer. Ma voiture. Morgane. Morgane est le cadet de mes soucis, ai-je dit froidement. Et elle devra répondre de sa complicité de vol et de recel devant un tribunal. Ce n'est pas mon problème. Ton loyer? Vends ta BMW. C'est le deal, Fabien. Je me suis retournée vers la porte. 6 mois à apprendre la valeur de notre héritage, à gagner ton respect, au salaire minimum. Ou 3 ans de prison pour vol aggravé. Choisis. Maintenant. Je me tenais là, la main sur la poignée. L'inspecteur Roland me regardait, un très léger sourire presque imperceptible au coin de ses lèvres fatiguées. Il comprenait. Le silence s'était tiré. On n'entendait que la respiration haletante de Fabien, le bruit des néons qui grésillaient. Finalement, il a murmuré, sa voix brisée par la défaite totale. J'accepte. Plus fort, ai-je dit sans me retourner. Je veux que l'inspecteur entende. J'accepte, a-t-il crié, un mélange de colère, d'humiliation et de désespoir. J'accepte. Je travaillerai pour toi. J'ai hoché la tête. Inspecteur, vous avez votre réponse. Je vais demander à mon avocat de rédiger l'accord de restitution demain. J'ai ouvert la porte. Ah, Fabien, ai-je ajouté par-dessus mon épaule. Tu commences lundi. 7 heures du matin. Ne sois pas en retard. Mes artisans détestent les retardataires. Je suis sorti sans un regard en arrière, laissant mon frère, le grand courtier en assurance, seul avec la réalité de sa nouvelle vie. Le trajet de retour vers la Croix-Rousse, dans ma vieille Clio, s'est fait dans un silence de mort. Il était presque minuit. Fabien avait été libéré sous ma responsabilité en attendant que les documents légaux soient finalisés le lundi. Il était assis sur le siège passager, regardant la ville défiler, son beau costume tout froissé. Il ne ressemblait plus à un manager. Il ressemblait à un homme brisé. Après 10 longues minutes de silence, seulement troublé par le bruit des essuie-glaces, il a finalement parlé. Sa voix était à peine un murmure. Clotilde. Quoi? Tu es vraiment riche? Genre, riche? J'ai gardé les yeux sur la route. J'ai soupiré. J'ai attrapé mon téléphone d'une main, ouvert l'article du magazine Challenge que j'avais sauvegardé dans mes favoris, et je le lui ai tendu sans un mot. Il l'a pris. L'écran illuminait son visage fatigué. Il a lu. J'ai entendu sa respiration se couper, un petit son étranglé. Maison Valron, le joyau caché de Lyon, évalué à 60 millions d'euros. Sa PDG discrète, Clotilde Valron, fortune personnelle estimée à 40 millions. Il a laissé tomber le téléphone sur ses genoux comme s'il était brûlant. Il a regardé fixement le pare-brise. 40 millions. Il a secoué la tête, un rire sec et amer s'échappant de sa gorge. Et je t'ai proposé de te prêter 100 € le mois dernier. Pour t'aider, point. Tu l'as fait, ai-je confirmé, ma voix neutre. Je suis un idiot, a-t-il murmuré. J'ai tourné dans ma rue, me garant juste devant l'atelier. J'ai coupé le moteur. Le silence est revenu, plus lourd encore. Non, Fabien, ai-je dit, pour la première fois, sans colère, juste avec une immense lassitude. Tu n'es pas un idiot. Tu étais juste égocentrique. Il y a une différence. Il n'a rien dit d'autre. Quand je me suis garé, il s'est tourné vers moi. Les larmes coulaient à nouveau sur son visage, mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas dues à la peur ou à l'humiliation. Elles semblaient vraies. Clotilde. Je suis désolé. Je sais. Tu es désolé d'avoir été pris. Non, a-t-il insisté, sa voix se brisant. Non. Enfin, si, bien sûr. Mais, je suis désolé de ne jamais t'avoir vu. Je suis désolé de ne jamais avoir demandé. Je suis désolé de ne jamais avoir vu m'aimer en toi. Elle aurait été si fière. C'était la première chose vraie qu'il m'ait dite depuis 10 ans. Lundi, 7 heures, ai-je répété. Il a hoché la tête. Je serai là. 6 mois plus tard. Le scandale sur le Progrès et sur les réseaux sociaux avait été bref mais brutal.
Morgan, reconnu coupable de complicité de vol et de recel, a écopé d'une peine de prison avec sursis et d'une lourde amende. Sa carrière des « influenceuses » était terminée. Nos parents n'ont jamais compris toute l'histoire, ils pensent que Fabien fait un « burn-out » et se « ressource » en travaillant de ses mains. Fabien s'est présenté ce lundi-là, à 6h50. Et le mardi. Et le reste de la semaine. Il était horrible. Ses mains, habituées au stylo Montblanc et aux poignées de main, n'étaient pas faites pour les outils de polissage. Il était maladroit. Il était lent. Il a ruiné 3 pièces mineures. Il se plaignait du bruit, de la poussière. Mais il n'est pas parti. Je l'ai regardé, de loin, depuis la mezzanine de mon bureau qui surplombe l'atelier. Je l'ai regardé se brûler les doigts. Se faire réprimander par mon chef d'atelier, un homme qui n'a aucune pitié pour les cols blancs. Je l'ai regardé développer des ampoules, puis des callosités. Je l'ai regardé, un après-midi, 4 mois plus tard, rester assis pendant 1 heure, à simplement regarder une tourmaline brute, fasciné par la façon dont la lumière jouait à l'intérieur. Nous sommes aujourd'hui à la petite réception que j'organise pour le 10e anniversaire de la mort de mémé Yvette. L'atelier est transformé en showroom pour l'occasion. Fabien est là. Il porte un simple pull en laine, pas un costume. Ses mains sont propres, mais on voit les cicatrices. Il parle à nos cousins. Et je l'entends. Il n'explique pas les taux d'assurance. Il explique la différence entre une taille coussin et une taille émeraude. Il parle de la façon dont Yvette a été une pionnière dans l'utilisation du titane dans la haute joaillerie. Il me voit le regarder de l'autre côté de la pièce. Il ne sourit pas. Il hoche la tête. Un simple signe de respect. Lent. Mérité. Le cœur de lion est retourné dans son écrin de velours, dans le coffre-fort. L'héritage familial, ce ne sont pas seulement les objets. Ce sont les histoires, le savoir-faire, le respect. Parfois, il faut un choc brutal, un drame, pour que ceux qui nous sont le plus proches s'en souviennent. Avez-vous déjà eu à vous battre pour protéger la mémoire ou la valeur de votre famille, contre votre propre famille? Avez-vous déjà été la personne que tout le monde sous-estime, pour finalement leur prouver le contraire? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Je lis absolument tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher, même si c'est de manière compliquée et douloureuse, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, cela m'aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. À la prochaine fois.